Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte chaque semaine la propagande médiatique avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Un plaisir de vous retrouver malgré les nombreuses embûches qui se sont mises sur mon chemin pour venir jusqu'à Paris. La raison étant les nombreuses grèves SNCF et autres qui m'ont barré un petit peu le passage. Mais alors, rien ne nous arrête. Exactement. Et surtout pas les grèves. Contrairement au service public. On y reviendra d'ailleurs dans notre émission. Alors, en image de la semaine, tout d'abord, une caricature de la Provence qui met en scène des dealers et qui manque un petit peu d'inclusivité. Je garde le mystère, mais vous verrez ce que je veux dire par là. En premier sujet, tout d'abord, un retour sur la polémique de Cyril Hanouna qui a absolument enragé le PAF. On parlera abondamment de services publics audiovisuels, de l'Arcom et de notre ministre de la Censure, devrais-je dire, ministre de la Culture. En revue de presse, un Cohn-Bendit aussi énergique qu'avant, un plan social dans une rédaction, du réchauffement climatique ou encore un nouveau George Floyd. Ne ratez rien, bien sûr, de l'actualité avec notre revue de presse hebdomadaire. Enfin, pour boucler cette émission, l'analyse de deux affaires judiciaires, l'une abondamment traitée par la presse et l'autre non. Immédiat 427, c'est parti, restez avec nous. Comme je le disais dans notre sommaire, le journal local La Provence est pris en flagrant délit de discrimination et dirais-je même de non-inclusivité dans une de ses caricatures et c'est notre image de la semaine, Jean-Yves. Une cité de Marseille fait barrage contre les dealers. Alors on voit tout de suite le faciès de ces dealers qui est... Des hooligans, des skinheads blancs, bien sûr. Des néo-nazis anglais. Des néo-nazis anglais. Évidemment. C'est tout à fait le profil du dealer marseillais. Alors, vraiment. Ça a été partagé par la Provence sur leur page Facebook, le clin d'œil de la semaine, dont l'illustratrice est Sabine Nourri. Alors, on peut lire dans la bulle... Elle n'est pas nourrie de talent, hein. Oh, c'est vache. C'est vache, peut-être. Ouais. C'est vache. Bon. Je laisse ça à l'appréciation de nos spectateurs. En tout cas, elle n'est pas nourrie d'un sentiment aigu de la représentativité. Alors, on est tout à fait dans le faux-sel, c'est-à-dire une présentation de la réalité à l'inverse de la réalité. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Il y avait eu, pendant très longtemps, il y a eu un grand feuilleton sur France 3, le service public que nous adorons, qui s'appelait Plus belle la vie, où on voyait un groupe de jeunes blancs aller s'en prendre à un malheureux arabe isolé pour lui demander des cigarettes, ce qui est évidemment, on le sait bien, le quotidien de ce qui se passe dans les cités marseillaises, c'est le faux-sel. Et un clin d'œil à quoi, Jean-Yves ? Eh bien, c'est une histoire d'habitants à La Pomme, à Marseille, donc un quartier marseillais, qui résistent aux dealers en leur fermant la porte de leur immeuble et en refusant qu'ils trafiquent dans leur immeuble. Donc, ceci dit... bravo à ses habitants. Oui, quel qu'il soit, oui, tout à fait. Moins bravo à la Provence et à Sabine Nourri pour le coup. Voilà. Je vous propose tout de suite de passer à notre premier sujet de la semaine, ministre de la Culture ou ministre de la Censure. Cyril Hanouna ne cesse d'en découdre avec ses pairs journalistes et qui lui rendent bien, Jean-Yves, on va le voir. Lundi, son émission 6 à 7 sur C8, décidément 6 à 7 sur C8, compliqué à prononcer, a provoqué une réaction épidermique et presque unanime dans la presse. Pour cause, il s'en prenait au sacro-saint service public audiovisuel. Alors voilà un petit résumé de ce qu'il a dit, parce que son monologue a quand même duré à peu près 5 minutes. J'ai vu un truc qui m'a fait halluciner, dit-il. Est-ce que vous savez combien donne l'État à France Télévisions et à Radio France par an ? 4 milliards, 3 milliards 800 millions exactement. Et en plus, ils ont les pubs. Privatisez-moi tout ça, avec 4 milliards, on peut en faire des autos pour la police, on peut offrir quelques hôpitaux, ou encore on peut augmenter les enseignants, et en plus, on fait leur boulot à leur place. Alors là, c'est... Ça fait longtemps que nous expliquons qu'avec l'argent des contribuables, le service public n'est pas un vrai service public, puisqu'il est partial et souvent assez poussif, on va dire. C'est TPMP qui pique un petit peu la manne d'Immédiat. C'est très bien, c'est très bien. Nous, on est fait pour être pillés, démultipliés. Non, c'est très bien. Alors, il a bien sûr été appuyé par ses chroniqueurs, de manière quasiment unanime également. Guillaume Janton, que je vous montre à l'écran, disait « Ce qui est fou, c'est que
c'est de l'argent public, mais que ça ressemble de moins en moins au service public. Les émissions, c'est les mêmes que dans le privé. Alors, c'est une assez bonne critique parce que ils ont les mêmes défauts que le privé, ils ont aussi de la publicité et ils ont la partialité qu'on trouve aussi dans le privé, il faut bien le dire, mais qui est plus choquant dans le service public, puisque tout le monde paye, donc toutes les idées devraient être équitablement, toutes les sensibilités devraient être équitablement représentées, ce qui n'est évidemment pas le cas. TF1, on n'aime pas, on zappe. Par contre, France 2, c'est... On zappe, mais on paye. Voilà, on paye quand même. C'est ça le problème. Alors, Delphine Ernotte a réagi. C'était d'ailleurs pas la plus vindicative dans sa réaction, qui était assez mesurée. Elle se dit un peu surprise. Évidemment, ça a créé beaucoup d'émoi dans les équipes. Je connais bien Cyril, c'est un animateur professionnel. Là, je trouve qu'il a été un peu trop loin. Je ne comprends pas bien d'où ça sort. Elle a rajouté, il a juste oublié qu'il y avait 50% des gens qui nous regardaient tous les jours et 80% toutes les semaines. Alors, je ne sais pas de quel genre elle parle. Et si je fais tout le service public, je pense que c'est tout le monde en fait, indique la patronne de France Télévisions. On appartient donc un peu à tout le monde et tout le monde nous regarde. On voit d'ailleurs qu'on a renforcé notre lien ces dernières années. Il a quand même passé 10 ans sur le service public, dit-elle. On n'appartient pas à tout le monde. C'est tout le monde qui leur appartient dans ce qu'elle dit. Puisque si on appartenait à tout le monde, on aurait une certaine pluralité, ce qui n'est pas le cas de Madame Ernotte, qui est une militante. On en a des exemples et des exemples. Madame Ernotte, patronne de France Télévisions. Alors Madame Sybille Veil est encore la patronne de, cette fois, Radio France, est encore plus fâchée. Elle dénonce la société du défouloir. Alors on a Julien Pain également qui nous dit « Oui Cyril Hanouna, je suis payé avec vos impôts » et pour donner un exemple de ce qui nous différencie, sur 5 minutes, nous aurions trouvé le temps d'avoir un point de vue contradictoire et d'expliquer ce qu'est un média public, sous-entendu, contrairement à vous, sur votre plateau, qui est complètement à charge contre le service public. Alors Julien Pain ne fait que des séquences de propagande. On en a parlé, c'est un client régulier d'Immédiat et des Bobards qui auront lieu le 13 février, il ne fait que de la propagande. Oui, alors on a Julien Baldacchino également, un autre journaliste employé par Radio France. Le service public dont on parle ici, c'est aussi celui qui a pris le risque de lancer une émission sur les médias en 2010 sur France 4. Comment ça s'appelait déjà ? Ah oui, touche pas à mon poste, je cite, moi je ne crache pas dans la main qui m'a nourri, Cyril Hanouna, novembre 2022. Alors c'est vrai que Cyril Hanouna, bon d'ailleurs, je suis pas, si je dois être complètement honnête, je suis pas vraiment fan de Cyril Hanouna non plus. Non, il y a beaucoup de vulgarité, c'est pas pleinement satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, ça sort un peu des convenances politiquement correctes, voilà. Alors, Et donc, ça fait passer, notamment dans les milieux jeunes, parce il est regardé quand même par une clientèle assez jeune, ça fait passer des messages qui se rapprochent un peu de la réalité sur la sécurité, sur la justice, sur le service public, sur l'immigration. Alors ça les fait passer peut-être avec des gros sabots, encore que je ne sais pas si le mot sabot est parfaitement approprié en la circonstance, mais voilà, ça fait passer quelque chose. Alors dans les choses qu'on lui reproche, c'est... T'as pas le droit de te plaindre, Cyril, parce que... T'as déjà été dans le service public. Voilà, oui. C'est ça. Il n'y a pas de contradiction sur ton plateau, contrairement au plateau du service public, bien sûr. C'est tout à fait faux. Il avait eu Boyard comme salarié stipendié, comme chroniqueur, le NUPES de combat. Là. Effectivement. Puis après, dire que Cyril Hanouna, c'est un facho, c'est un petit peu tiré par les cheveux quand on voit son plateau et ses invités. Et alors enfin Franck Cognard, un autre journaliste à peu près inconnu, il y a quelques années, Cyril Hanouna, interpellé sur ses 250 millions d'euros de contrat sur 5 ans, répondait « C'est pour produire des émissions abruties. Radio France, c'est 630 millions par an pour 5000 personnes, 6 antennes nationales, 44 locales et des tonnes d'émissions. Abrutis, ponctue-t-il. » Du côté de la presse papier, on a certains articles qui sont montrés... très très dur avec le présentateur également, Libération, Cyril Hanouna, chien de garde de Bolloré battu par le service public, ou encore Ouest France, Cyril Hanouna contre le service public. On vous résume l'énième polémique lancée par l'animateur, où on nous parle d'un monologue où on entend le patron, l'animateur de C8, déblatérer des propos plus démagogiques les uns que les autres, avec l'approbation docile de sa bande de chroniqueurs, les plus déférents appuyant avec véhémence les propos de leur patron, entre guillemets. Alors là... on a une presse... On tape... Alors, ce qui est quand même... c'est quand même très intéressant, parce que ils sont mis sur la défensive, les gens du service public. Et pourquoi ils sont attaqués ? Fondamentalement,
parce qu'il ne respecte pas la diversité des opinions. Et ce qu'il reproche assez vite, là aussi on est dans le fossel, ce qu'il reproche assez vite, c'est d'avoir des opinions diverses, parce que pour eux, la diversité, ça doit se cantonner au politiquement correct. Vous avez le droit de discuter entre vous à l'intérieur du politiquement correct, en dehors, c'est plus de la diversité, c'est plus de la pluralité, c'est interdit. C'est un peu ce que dit Rima Abdul-Malak. Rima Abdul-Malak, vous ne la connaissez peut-être pas, chers amis spectateurs, c'est notre ministre de la Culture, qui n'a jamais réussi à faire parler d'elle jusqu'ici, et qui a trouvé un créneau en expliquant au Monde, une interview au Monde, en expliquant que CNews et C8, ils avaient les autorisations d'émettre par l'ARCOM, l'ancien CSA, l'autorité de régulation des communications. Le gendarme. Le gendarme. Et que donc, si ça continuait, il pourrait être censuré. Alors là aussi, cela est assez extraordinaire parce que elle pose la question de la pluralité des opinions. Il faut responsabiliser les présentateurs, les chroniqueurs, mais aussi les patrons de chaînes pour leur rappeler que l'autorisation d'utilisation gratuite de leur fréquence s'accompagne d'obligations, puisque l'ARCOM est déjà intervenu une vingtaine de fois depuis 2019 à propos de C8 et de CNews. Les obligations sont donc celles de traiter les affaires judiciaires avec mesure, donc ça c'est un tacle face à Hanouna, voilà, on avait déjà expliqué l'affaire, ou enfin celle de respecter le pluralisme des opinions. Et lorsqu'on arrivera en 2025 au moment de l'analyse de leur bilan pour la reconduction de leur autorisation de diffusion, l'ARCOM saura regarder comment elles ont respecté ces obligations. Sous-entendu, on peut vous supprimer. Verra bien. C'est une menace. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que il y a un vocabulaire qui est bien choisi, responsabiliser, donc ça veut dire contraindre. Conformisme, respecter les obligations, conformisme, et respecter le pluralisme des opinions. Encore une fois, le fossel, puisque ce sont les seules chaînes où il y a tout le plateau. Vous allez sur C8, sur CNews, vous trouvez la gauche, vous trouvez les macronistes, c'est très bien, mais vous trouvez aussi les autres. Et c'est ça qui choque, c'est qu'il y ait d'autres opinions que les opinions admises. Alors, c'est quand même assez grave, parce que elle fait pression indirectement sur l'ARCOM. Alors l'ARCOM, c'est l'ancien CSA, comité de censure de l'audiovisuel. ARCOM, autorité de régulation. Régulation, c'est le mot poli pour dire censure. C'est théoriquement une autorité indépendante. Sauf que cette autorité indépendante, ce sont des gens qui sont nommés pour 6 ans, généralement en milieu de carrière. C'est des gens qui vont avoir 40, 45 ans, 50 ans. Ils ont encore une carrière à faire après. Et donc, ils sont tout sauf indépendants. Ils sont là pour rendre des services. Et donc, ils savent bien de quel côté il faut taper. Alors, le CSA, c'était d'ailleurs, se définissait comme le gendarme de l'audiovisuel. La tac-tac-tac-tac-tic du gendarme. Le gendarme de quoi? Le gendarme de la police de la pensée. Autre remarque que certains journalistes ont fait à Cyril Hanouna, c'est que finalement, il n'y a rien d'absurde dans le financement du service public audiovisuel français. En Allemagne, nos voisins, on les finance 2 fois plus. Oui, mais alors, le service public allemand n'est pas non plus exempt des mêmes critiques que le service public français. Il est lui aussi partial, il est lui aussi marqué par les affaires, par le copinage, donc c'est pas franchement un bon exemple. Alors la différence peut-être entre le service public allemand et le service public français, c'est que le service public allemand a une part régionale beaucoup plus importante, puisque les Länder allemands ont beaucoup plus de pouvoir. Ça n'a rien à voir avec celui des régions françaises, puisque les Länder, ils s'occupent de la police, ils s'occupent de l'éducation, ils s'occupent d'énormément de choses. Donc il y a plus d'actualité régionale. Donc il y a un service public qui est très différent en Allemagne par rapport à la France, mais c'est au niveau de l'implantation territoriale.
D'accord, très bien. Alors moi je me rappelle quand même d'un article de Télérama qui date de novembre, qui listait un petit peu toutes les casseroles du service public audiovisuel allemand, justement, un dépensier vieillot et scandaleux, l'audiovisuel public allemand sommet de se réformer. On parle de gaspillage, de favoritisme, d'emplois fictifs, de récents scandales qui ont touché la télé publique, les deux plus grandes chaînes notamment. On voit que c'est un petit peu la même ambiance qu'en France, peu ou prou. Oui, même finalement. logique, même logique. Même logique. Et dernière question pour vous, Jean-Yves, pour conclure ce sujet. Le vrai sujet, c'est le financement du service public ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est le fait que le service public soit dépassé ? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le financement d'un service public qui n'est pas un service public puisque c'est un service militant. Donc ça, c'est la première critique. La deuxième chose, c'est que, en fait, le service public est un peu dépassé, comme toutes les télévisions à l'ancienne, qui sont bousculées par l'arrivée des plateformes, par les médias alternatifs, par les réseaux. Ouais, Twitch, par exemple, avec les revues de presse. Quand ils essayent de se mettre sur les plateformes, comme ils l'ont fait avec Salto, ils ratent leur opération, quoi. Donc il y a aussi un côté, ils ont du mal à rattraper le train, quoi. Oui, Salto. Surtout que les trains sont arrêtés. Aujourd'hui particulièrement, et la semaine prochaine ça continue. Pour l'exemple de Salto, justement, le Sénat actuellement regrette un investissement absurde de France Télévisions, tant ils se sont plantés dans leur choix de développer cette plateforme. Si vous le permettez, on va tout de suite passer à notre revue de presse parce que le sujet commence à être long. Alors, dépensier, vieillot et scandaleux, c'est le titre de Numérama là, dont je vous ai parlé à l'instant. Ces mêmes qualificatifs peuvent peut-être être utilisés à l'égard du service public, le nôtre cette fois, qui continue encore et encore d'inviter et de convier les mêmes invités sur leur plateau. Alors, on regarde par exemple Cohn-Bendit sur le plateau d'Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen, jeudi soir dernier. Entre nous, là, puisqu'on est entre nous, si l'identité française, ce n'était que le peuple du Rassemblement national et de Zemmour, vous fuyez le pays, vous restez plus là. C'est horrible. C'est comme ça. Donc, profitons de ces multitudes, vivons et puis acceptons les conflits. Oui, c'est difficile. Petit élément de contexte donc, c'est une tribune de 5 minutes sur ces politiques, rebaptisée en replay « L'identité française est-elle un mirage ?» Et donc c'était le sujet qu'avait choisi Cohn-Bendit dans une émission plus globale dédiée à la perte de croyance, la perte de confiance des jeunes dans les sciences. Il se renouvelle pas beaucoup, Cohn-Bendit, parce qu'il avait commencé en 1968 sur le même tempo, donc il se renouvelle pas beaucoup. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il continue d'être invité pour professer sa bonne parole négationniste de l'identité française. Alors, ce qui est quand même intéressant dans la petite séquence, c'est quand il dit « entre nous », entre nous. On est entre nous. On est entre nous, entre nous. Entre nous, là, puisqu'on est entre nous. Franchement, la France du Rassemblement national, nous, on partirait, voilà. C'est horrible. C'est très, très intéressant, cette opposition entre cette petite oligarchie médiatique et quand même une large majorité, une large partie du peuple français. Très intéressant. Quand je dis qu'il ne se renouvelle pas non plus, je suis un petit peu injuste parce que j'ai dit il répète la même chose depuis 1968. Or là, il emploie le mot « les multitudes » pour parler de l'immigration de masse. Et ça, c'est un terme qui date des années 2000, qu'on trouve dans un livre de Tony Negri et de Hart sur ce qu'ils appellent l'Empire et auquel ils opposent les multitudes. Et les multitudes, ce sont les masses nomades. Voilà. Donc, vous voyez, il a quand même des lectures postérieures à 1968. Donc, les rouages ne se sont pas tout à fait arrêtés dans la cervelle de Cohn-Bendit. Bonne chose à savoir. Alors, la direction de La Voix du Nord a présenté un plan social à ses salariés prévoyant une suppression de 55 emplois qui concerneraient principalement les plus de 57 ans dans les rédactions. Le PDG Michel Nozière assure qu'il n'y a pas grand-chose à négocier dans ce plan social dont la date butoir est le 14 avril.
On rappelle que le dernier plan, le plan social dans la Voie du Nord, avait abouti à 132 départs volontaires, alors que 178 étaient envisagés. Alors, ça se tamponne un peu, ça, avec le débat sur les retraites, involontairement, puisque dans la critique qui est faite parfois sur le prolongement de l'âge de la retraite vers 64 ou 65 ans, il y a le fait, ben oui, mais si on met les gens au chômage plutôt, si on met les seniors au chômage à 57 ans, qu'est-ce qu'ils font après ? Et là, c'est très exactement ce que fait la Voie du Nord. Ils purgent leurs seniors, quitte à recruter en auto-entrepreneur un certain nombre de juniors précarisés, quoi. Voilà, c'est quand même ça la démarche. Qui coûteront beaucoup moins cher à l'entreprise, mais les seniors coûteront quand même indirectement à la société, puisque ils bénéficieront quand même de leur retraite, du chômage, et évidemment de leur retraite après, bien sûr. Autre chose qu'on peut remarquer sur ce plan de sauvegarde de l'emploi, comme il l'appelle, c'est que on supprime 105 postes, dont une majorité de postes de journalistes, de vrais journalistes, et on les remplace par des postes de rédacteurs, de communicants, etc. Donc on voit que c'est une sorte de dumping journalistique. On remplace des journalistes locaux et régionaux, dans les rédactions notamment de Roubaix et Tourcoing, par des jeunes rédacteurs qui coûtent moins cher et qui n'ont pas leur carte de presse. Donc c'est un nivellement par le bas, même de la profession de journaliste, même aux plus petits échelons. Dans la création de la dépendance, on l'a dit un certain nombre de fois, il y a pour les grands éditorialistes et les patrons des salaires extrêmement importants. Sybille Veil, dont on parlait. Sybille Veil, par exemple. 18 000 euros voilà. par mois. Et à la base, une précarisation. Donc les gens sont tenus par l'aisance dans laquelle on les met ou la précarité dans laquelle on les met. Il n'y a pas trop de solutions intermédiaires. Et l'intermédiaire, c'est le confort. On est là depuis 20 ans, on touche un salaire confortable. Et on dégage. Et on dégage au premier PSE qui pointe le bout de son nez. Alors, j'ai une pépite quand même, Jean-Yves, à vous présenter. Un article de 20 minutes. Oui. Alors, vous vous rappelez de l'article gratiné de 20 minutes d'il y a quelques semaines qui nous parlait de djihadistes modérés ? Ah oui, les djihadistes modérés, là, les célèbres djihadistes modérés. C'est aussi absurde. L'article, c'est « Réchauffement climatique, la Sibérie touchée par une vague de froid exceptionnelle, les températures sous les moins 50 degrés. Même si cette situation peut paraître surprenante, cette vague de froid record est l'une des conséquences du réchauffement climatique. » Alors ça, c'est formidable, parce que quand il fait chaud, qu'il y a des canicules, on peut dire c'est le réchauffement climatique. Quand il fait froid, ça devient quand même difficile. Alors c'est pas parce qu'il fait froid en Sibérie qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. D'ailleurs, il y a une confusion permanente dans les grands médias entre la météo, qui sont des variations de température en haut et en bas par rapport à une moyenne, qui ont toujours existé, qui continueront d'exister, et qui d'ailleurs sont complémentaires les unes des autres, parce que très souvent, quand il y a une vague de froid, par exemple, aux États-Unis, il y a une vague de temps plus doux en Europe, et donc, voilà, c'est un équilibre mondial. Mais on confond météo, donc les variations inévitables, et puis le climat, qui est une tendance lourde, sur lequel on peut effectivement admettre qu'il y a un réchauffement, en tout cas dans l'hémisphère nord. Après, il y a une discussion, est-ce que c'est anthropique, est-ce que c'est pas anthropique, c'est un autre sujet. Mais pour les médias, tout événement météorologique est traité comme la preuve du réchauffement climatique, voire du dérèglement climatique, y compris les vagues de froid. Alors effectivement... Mais quitte à se contredire complètement d'ailleurs, parce que on nous dit c'est un froid record. Oui. Puis 2 lignes après, on nous dit non, le record absolu de froid en Sibérie date de 1926. Oui. Donc il y a un à siècle, l'époque où... à Verkhoyansk, un siècle. Où le phénomène de réchauffement causé par l'homme était quand même assez négligeable, comparé à aujourd'hui. Mais là, si vous voulez... alors d'abord, je pense qu'il y a le côté sous-culture, sous-esprit critique de ce type de rédacteur, et peut-être aussi le souci du clic. On met réchauffement climatique, si on fait un article, la Sibérie touchée par une vague de froid exceptionnelle, on aura probablement moins de clics, et moins de clics poussés par les algorithmes que si on met réchauffement climatique.
Oui. Et donc, qu'est-ce que les gens retiennent ? Réchauffement climatique. Ouais, c'est toujours les deux On mots-clés, grelotte, mais c'est le réchauffement Alors climatique. qu'on a un article beaucoup plus cohérent et didactique, pour le coup, de Libé, qui a un développement, voilà. On nous parle de vagues de froid extrêmes qui saisissent la Sibérie. C'est un épiphénomène connu qui ne remet pas en cause le réchauffement global de la planète. Pourquoi ? Parce que ces températures glaciales, à l'heure de la surchauffe, résultent d'un phénomène bien connu, le vortex polaire, patati patata. Le réchauffement climatique, c'est une tendance de fond, ça n'empêche pas des épiphénomènes de froid de se produire. Enfin, Ça, c'est quoi juste. qu'on pense... Mais on peut dire... Quel que soit l'avis qu'on ait sur le réchauffement climatique, au moins, il est plus cohérent, l'article. C'est plus cohérent. Mais on peut dire pratiquement le même article quand il fait chaud. Quand il y a des pics de chaleur, c'est pas forcément parce qu'il y a un réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a un aléa météorologique. Voilà. Mais ça s'entend aussi. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est les la deux confusion discours, météo-climat. Voilà. Les deux discours s'entendent s'ils sont bien formulés, en tout cas. Alors, plus préoccupant encore que cet article absurde de 20 minutes qu'on vient de voir, les choix éditoriaux douteux de France 2. Alors que les JT consacrent une partie importante de leur édition à l'actualité nationale et locale, du moins en théorie, eh bien certains internautes ont relevé que la chaîne préférait souvent parler des crimes lointains plutôt que voisins. Je vais vous en donner un exemple, Jean-Yves. David Dobski qui relève sur Twitter « Choix éditoriaux, 11 janvier 2023, titre du JT du 20h de France 2, rien sur l'attaque au couteau de la gare du Nord perpétrée par un homme sous OQTF avec la vidéo à l'appui ». 14 janvier 2023, titre du JT, un Afro-Américain tué par la police à Los Angeles, une nouvelle affaire George Floyd, et on regarde tout de suite ce qu'il en donne. Aux États-Unis, un citoyen noir américain est mort après une arrestation où les policiers ont fait usage à répétition d'un pistolet taser, une affaire qui rappelle celle de George Floyd. Là, c'est tout simple, on ne ment pas, puisque on ne donne pas de mauvaises informations sur l'une ou l'autre affaire, mais... On occulte, on amplifie. Et alors, il y a un changement des règles finalement médiatiques, parce que la règle médiatique, c'était la règle du kilomètre. Plus c'est près de chez vous, plus on en parle. Là, c'est plus cette règle-là, plus c'est politiquement exploitable, plus on en parle. Ah oui. Moins c'est politiquement exploitable, moins on en parle, et on n'en parle pas du tout. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on appellerait cette échelle ? C'est plus l'échelle kilométrique, c'est l'échelle de la récup. L'échelle de la récup, peut-être, oui. Ça. L'échelle de la récup, oui. Oui, tout à fait. Alors, enfin, pour terminer cette revue de presse, un coup d'œil à la dernière bévue de France Info sur Twitter qui s'est attiré l'ire des internautes, et je n'exagère pas. France Info, religion, plus de 360 millions de chrétiens persécutés, avec des guillemets, dans le monde selon une ONG. Alors, évidemment, la chaîne s'est attirée les foudres des internautes. Pourquoi des guillemets ? Vous êtes journaliste, entre guillemets, ou propagandiste. D'autres qui disent les guillemets sont de trop. Lissardan répond « Ça va France Info ». Le service public, toujours aussi neutre et impartial. Oui. Voilà, c'était toujours un petit peu les mêmes réponses. Anne-Sophie Chazot, grande écrivaine. Les journalistes de France Info essayent de nous dire quelque chose. Donc là... France Info a décidé de rectifier son titre en mettant toute la phrase entre guillemets, comme ça, plus de confusion. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui explique la hargne de beaucoup de Français vis-à-vis du service public, c'est cette partialité permanente. Alors, si on rentre dans le contenu d'ailleurs de l'article, il cite parmi les pays où le seul pays qui cite pour les persécutions de chrétiens, c'est la Corée du Nord, qui à ma connaissance n'a pas 360 millions d'habitants et encore moins 360 millions de chrétiens. Donc c'est tout à fait artificiel. Les pays où les persécutions sont les plus fortes sont les pays musulmans, et en particulier le Pakistan par exemple. Mais on préfère regarder du côté de la Corée du Nord, c'est plus facile. De toute manière, ce sont des persécutions. Des persécutions, absolument. Merci beaucoup Jean-Yves, merci à tous. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine. C'est parti. Ce mardi s'ouvrait à la cour d'assises de Lyon le procès des 2 hommes impliqués dans le meurtre abominable d'Axelle Dorier, la jeune lyonnaise renversée puis traînée sur 800 mètres par une voiture à Lyon en juillet 2020. Alors, c'est une affaire emblématique, parce que c'était des jeunes qui fêtaient un anniversaire sur une place publique, fermaient les voitures. Il y a eu des voitures qui ont circulé indûment et qui ont tué un chien. Et ça a suscité, effectivement, un chien de ce groupe, ça a suscité une certaine émotion et une prise à partie. À la suite de quoi, un des chauffeurs, Youssef, oui, a foncé sur cette jeune femme et l'a renversée.
et l'a traîné sur 800 mètres. 800 mètres. 800 mètres. On a retrouvé le cadavre 800 mètres plus loin. C'est donc une affaire d'une grande gravité, moyennant quoi les avocats, ce qui est normal, la partie civile essaye d'expliquer que Youssef et ses camarades, ils se sont défendus parce qu'ils étaient pris à partie. Enfin, de là à traîner quelqu'un sur 800 mètres, c'est peut-être autre chose. Et alors, il y a cette déclaration extraordinaire qu'on trouve dans le Progrès, d'une interrogation de l'avocat général qui demande à un des protagonistes... au petit ami d'Axel. Petit ami d'Axel, vous êtes un ex-militaire. J'étais dans la marine. Réponse, j'étais dans la marine nationale. Réponse, vous êtes un skinhead? Réponse, pas du tout. Réponse, vous êtes un skinhead. Question, vous êtes un skinhead de la part de l'avocat général. C'est-à-dire le représentant du parquet, le représentant du pouvoir, qui demande sur quelqu'un qui était dans la marine nationale, qui doit effectivement avoir les cheveux courts, puisque dans l'armée on a les cheveux courts, si c'est un skinhead, voilà. Ça c'est dans le Progrès. Enfin, le Progrès, on a parlé, contrairement aux autres médias. Oui, alors on a un article de RMC, un article de RTL, un article très bref de France Info, un assez long article et de bonne qualité du Figaro, et 20 minutes, qui est un média national, on peut le dire, qui a traité l'affaire également. Il y a une autre affaire qui, par contre, est surmédiatisée au vu de sa réelle importance, c'est celle des Barjols. Voilà, alors, un petit complément à ce que vous avez dit, effectivement, France Télévisions n'a pas traité l'affaire, mais il tournait une fiction dans le palais de justice de Lyon, en même temps qu'il y avait ce procès. Mais ça, ce procès, ils ne le couvraient pas, par contre, ils tournaient leur fiction, où là, ça permet d'arranger la réalité, les fictions, évidemment. Hein. Donc, les fictions policières, les fictions judiciaires permettent d'arranger la réalité, c'est aussi un élément du Faucel. Ils auraient peut-être pu envoyer 2 personnes de plus pour couvrir le procès et faire un sujet pour le JT. Vous êtes exigeant, Ils n'ont 4 milliards quand même. Non, là, vous exagérez. Effectivement, c'est un peu dur à justifier. On regarde tout de suite donc cette affaire-là des Barjols. Je vous lance l'annonce du JT qui en a été faite parce qu'on a l'impression que c'est très très grave. Le procès des membres d'un groupuscule d'ultra-droite accusés d'avoir préparé un attentat contre Emmanuel Macron vient de s'ouvrir. Nous explorerons la galaxie des mouvements terroristes d'extrême droite. Ce sera l'enquête du 20h. C'est un autre procès qui s'ouvre donc. Celui-là ne durera pas 3 jours, mais 3 semaines. France, un groupe d'ultra-droite en procès pour un projet d'attaque contre Macron. Donc là, ça a l'air effectivement assez grave. Selon l'acte d'accusation, les 13 prévenus évoluant dans la nébuleuse de l'ultra-droite ont participé à des réunions aux accents paramilitaires, au cours desquelles avaient été évoqués les projets de faire sauter des mosquées ou de commettre un coup d'État. Âgés de 26 à 66 ans, les 11 hommes et les 2 femmes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, selon l'accusation, fomenté un putsch, des assassinats de migrants et des attaques contre des mosquées. Il est à noter qu'aucun de ces projets n'a été mis à exécution et qu'après 4 ans d'enquête, l'ampleur du dossier avait été revue à la baisse. Ça, c'est la dépêche AFP. Il n'empêche qu'elle a été reprise par tous les médias. Alors, on a le Figaro, Le Monde, France Bleu, Le Figaro encore, Le Point, Marianne, enfin, tous les médias nationaux se sont emparés de cette affaire. Pourquoi ? Parce que ça parle d'extrême droite, bien sûr. Il faut reconnaître à certains journaux, quand même, un petit peu plus d'honnêteté qu'à d'autres. Le Monde prend ça très au sérieux. Groupe armé d'ultra-droite au projet terroriste. Ah, ça fait peur, hein. Tandis que le Figaro parle de projets violents ou de blabla au tribunal, la dangerosité des Barjols en question. Et c'est cette thèse, en fait, d'une affaire un petit peu bidon qui n'aurait jamais vraiment eu lieu, qui est reprise par la majorité des médias, à l'exception du Monde et de quelques autres. Et puis des médias audiovisuels. France 2. Alors, qu'est-ce qu'il aurait reproché ? Alors, la détention d'armes, d'avoir fomenté un projet d'assassinat de Macron ou de faire sauter des mosquées, etc. Qu'en est-il vraiment, par contre ? Alors, on nous dit que lors de l'arrestation de Jean-Pierre Bouillet, un poignard de commando, une Bible et du matériel de survie ont été retrouvés dans son véhicule. Donc là, on a de quoi faire sauter l'Élysée. Hein. De plus, les enquêteurs ont pu retracer l'itinéraire de sa voiture. Résultat, Jean-Pierre Bouillet n'a emprunté que des routes secondaires, évitant les péages. Un signe hautement conspiratif, selon les enquêteurs. Alors faire quelques économies en ne payant pas le péage, c'est de mauvaise aloi. Hein. Vaut mieux se présenter au guichet.
On lui dit encore, Denis Collinet, fondateur des Barjols, donc le groupe en question, disait « On a même pensé à emmener nos députés dans les bois, la déshabiller et l'abandonner », a-t-il expliqué aux policiers, tout en affirmant avoir laissé tomber le projet car trop violent et par manque de moyens. Donc là, on voit qu'on a affaire à l'équipe la plus dure et la plus violente et organisée depuis l'OAS. Hein. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour ce qui est du blabla, les propos d'après-boire, on a un procès de 3 semaines, avec la médiatisation qui va avec les 3 semaines. Alors qu'on a une justice qui est censée être débordée. Et vous avez vu qu'il y a eu 6 mois de procès pour le Bataclan, 6 mois de procès pour Nice, n'apportant aucun élément d'information d'aucune sorte, mais là, c'était du procès catharsis, en quelque sorte. Là, c'est du procès spectacle pendant 3 semaines. C'est à nouveau l'alliance de la justice et des médias au service du politiquement correct pour une affaire qui ne devait même pas aller au-delà du procès sans suite, pratique du... Il n'y a rien, quoi. Les types ont raconté des conneries, bon, très bien, mais... Voilà. Ils n'ont rien fait, ils confessent et le poignard de commando par rapport aux armes automatiques qu'il y a dans les cités, ça pèse peu. C'est négligeable. Et même par rapport à l'affaire d'Axel Dorier, en l'occurrence, et même dont les médias ne parlent pas, l'affaire d'Axel Dorier, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est une affaire horrible, quoi, qui s'est passée. Voilà. 2 poids, 2 mesures. Insupportable. Comme d'habitude, Jean-Yves. Peu supportable. Peu supportable. Avez-vous un coup de chapeau, Jean-Yves ? Mais oui. Exceptionnellement, j'ai un coup de chapeau à France Inter, qui, en ce jeudi 19 janvier, ne désinforme pas, parce que comme ils sont en grève, ils passent de la musique. Voilà. Bravo à eux. Eh ben bravo. Merci beaucoup, Jean-Yves. À la semaine prochaine.